Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire de Nantes et président du groupe PS de l'Assemblée. Hier, à votre place, nous recevions Hervé Novelli, qui est secrétaire général adjoint de l'UMP. Il vous a posé une question. Pourquoi est-ce que le Parti socialiste a attendu aussi longtemps avant de demander l'exclusion des dictateurs arabes, messieurs Ben Ali et Moubarak, qui étaient membres de l'Internationale socialiste? Était-il très recommandable ou pas du tout recommandable, comme ils le disent aujourd'hui? Oui, je pense qu'il ne faut pas faire de polémique sur ce sujet, parce que l'Internationale socialiste, qui a eu le mérite d'exister dans le passé, aujourd'hui a une existence très, très faible. Ce que d'ailleurs je regrette. Je suis même partisan. J'étais il y a quelque temps à Berlin, où j'ai rencontré le président du Parti social-démocrate allemand, Sigmar Gabriel, où j'ai évoqué l'avenir de l'Internationale socialiste, et je lui ai même dit que ce serait bien qu'on déclare caduque l'Internationale socialiste et qu'on en refonde une nouvelle, pour avoir un espace de dialogue. Donc François Hollande, quand il était Premier secrétaire, et Martine Aubry a continué, avait déjà demandé à ce qu'on exclue tous ces partis de l'Internationale socialiste. Mais là, je vais plus loin. Je pense qu'on pourrait refonder un espace de débat et de dialogue avec l'ensemble des partis qui se réfèrent à la social-démocratie mondiale, et qui serait un espace de débat sur toutes les grandes questions qui se posent au monde aujourd'hui, entre les Européens, entre les Américains du Nord, du Sud, les Africains, les Asiatiques. Et il y a beaucoup de partis qui sont dans cette mouvance et qui sont des partis parfaitement respectables, mais avec lesquels nous ne dialoguons pas assez. Face aux bouleversements démocratiques qui sont en cours dans le monde arabe, est-ce que l'Europe doit craindre un afflux d'immigrés comme ça s'est passé, par exemple, après l'éclatement de la Yougoslavie? Écoutez, moi je vais vous dire franchement, j'en ai assez de cette France de la peur. Tous les jours, on nous tient un discours anxiogène. Et Nicolas Sarkozy, dimanche soir, au lieu de rassurer les Français, les a inquiétés. Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est ça la France, celle de De Gaulle, celle de Mitterrand, celle de Mendès France, de Clémenceau? Est-ce qu'on a peur de nous-mêmes? Je comprends l'idée, mais est-ce que pour autant il faut se cacher les conséquences possibles d'événements dont l'histoire nous montre qui se sont déjà produits? C'est pour ça que je vous parlais de la Yougoslavie. Oui, mais justement, il faut aborder ces sujets de face et les aborder positivement. Donc il faut en parler? Mais il faut en parler, mais il ne faut pas générer en permanence la peur. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord commencer par se réjouir que les pays arabes, qu'on croyait voués à la dictature et à l'islamisme pour toute leur histoire, que dans ces pays, on est en train de se libérer et de demander que la démocratie s'applique là aussi. Ça devrait être la première chose que la France aurait dû dire dès le mois de décembre, dès le mois de janvier. Et il a fallu attendre 2 mois et demi la démission de la ministre des Affaires étrangères pour entendre enfin un nouveau son de cloche. On aurait pu prendre, dès le début des événements, une initiative politique en demandant la réunion d'un sommet européen immédiatement pour à la fois apporter notre concours à la transition démocratique d'une part, mais aussi apporter notre soutien économique au développement de ces pays. Et puis là, dans l'urgence, quand on voit ce qui est en train de se passer aux frontières de la Tunisie et de l'Égypte, ces afflux de réfugiés massifs, il y a 6000 morts en Libye qui fuient le dictateur Kadhafi par peur de représailles, par peur de tout simplement blessés ou tués. Il faut aider tout de suite la Tunisie et l'Égypte pour l'accueil de ces réfugiés. Parce que si on ne le fait pas, parce qu'ils sont incapables de le faire pour des raisons sanitaires, des raisons de sécurité, ces personnes vont finir par aller plus loin. Donc je crois qu'il y a à la fois l'intérêt de la Tunisie, à la fois l'intérêt de ces réfugiés et le nôtre. Mais quand on étudie ce qui s'est passé auparavant, on s'aperçoit que les progrès démocratiques mettent du temps à faire revenir les populations. C'est pas immédiat. Là, je sors. Et même paradoxalement, pardon, je finis ma phrase, paradoxalement, quand il y a plus de liberté, les gens en profitent pour partir. Oui, mais ça, je pense qu'on a quand même tendance davantage à fuir une dictature que de fuir un pays libre. On ne peut pas. On pouvait parfaitement partir de Tunisie, on part d'Afrique, on part d'Égypte. Sinon, il y aurait, vous savez bien, les flux migratoires se produisent toujours de cette façon, au risque et péril des personnes d'ailleurs, parfois qui se noient dans la Méditerranée. Ce qu'il faut, c'est une politique qui soit positive, et pas une politique de repli sur soi, une politique craintive. Il faut une politique offensive de soutien à ces pays. Et notamment, ce que je regrette... sachant qu'il y aura un délai avant que cette politique de soutien. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant le délai? Écoutez, ce qu'on fait, d'abord, on agit pour l'urgence. Soutien politique, soutien pour la transition démocratique, soutien à l'accueil des réfugiés. Et puis, tout de suite, une politique avec des moyens financiers de l'Europe pour aider le développement.
Et c'est extrêmement important. Et puis permettre aussi que la paix civile revienne dans ces pays pour que le tourisme, qui est une des ressources, mais ça veut revienne dire très vite. Que dans l'immédiat, on fait en sorte que les gens qui viendront néanmoins, malgré toute cette politique d'aide, soient correctement accueillis, c'est-à-dire qu'on prévoit des conditions spéciales. C'est pour ça qu'il faut en parler entre Européens. Et on se prépare à accueillir davantage de personnes. Oui, mais pas forcément de façon considérable. Je pense que il y a toujours eu des mouvements migratoires et des flux qu'il faut traiter. Mais il faut le faire aussi entre Européens. Et notre message il doit être très très clair. Parce que depuis le début, et la France, patrie des droits de l'homme, aurait dû tout de suite se réjouir. Et donc aborder les questions que vous soulevez, non pas en les craignant, parce que, vous savez, la peur ne règle pas les problèmes, elle ne génère pas la solution. Il faut trouver des solutions. Et pour trouver les solutions, il faut regarder les choses en face avec lucidité, mais aussi avec confiance. Et est-ce que la France a peur d'elle-même? Est-ce que les Européens ont peur d'eux-mêmes? Moi, je crois que si on s'organise, on peut traiter les problèmes. Vous avez évoqué l'ex-Yougoslavie. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les Européens ont agi en ordre dispersé. Par exemple, un jour, on apprend que Helmut Kohl, au nom de l'Allemagne, reconnaît l'indépendance de la Croatie, sans en débattre avec François Mitterrand. Vous vous souvenez de cette situation? Donc effectivement, mais on ne peut quand même pas se plaindre que le XXIe siècle qui commence aussi avec l'appel à la liberté, à la démocratie des peuples arabes. Ce matin, j'ai reçu un ancien ministre de Mahmoud Abbas, palestinien, où on a parlé du Proche-Orient. Et il nous a dit très clairement dans son analyse que nous étions dans le post-islamisme. Et je trouve que ça, c'est un message qui devrait nous rendre plus confiants dans l'avenir. Oui, en tout cas, c'est un message optimiste. C'est parce que je crois que c'est une réalité. Le débat lancé par l'UMP sur la laïcité et sur l'islam et la République. Là aussi, je pense que c'est une mauvaise manière de traiter les problèmes de la France. On est toujours sur le règne de la peur, et on ne va rien trouver comme solution. Mais qui c'est qui fixe l'ordre du jour du débat politique aujourd'hui en France, à l'UMP, et si possible aux Français? C'est Madame Le Pen, c'est Marine Le Pen. Il faut arrêter de se laisser dicter l'ordre du jour du débat politique par ce parti, qui est un parti sans solution. Et moi, je vais vous dire, sur l'islam, pourquoi faire un débat sur l'islam? Alors, bien sûr, ça a été lancé par Nicolas Sarkozy. Et aussitôt, le Premier ministre corrige en disant non, pas sur l'islam, sur la laïcité. Mais moi, je vous le dis, il n'y a pas de débat à avoir sur la laïcité. La laïcité. Il faut appliquer la loi de 1905, point final. Mais quand on est maire dans une ville et qu'on est confronté à la demande de différentes religions pour leur culte, pour exercer leur culte dans le cadre des lois de la République et de séparation des églises et de l'État, on traite le problème sans mettre d'argent public, mais on n'empêche pas le permis de construire, on n'empêche pas la vente ou la location d'un terrain. Et parce que la France de la République laïque, c'est la France qui permet à chaque religion de pouvoir s'exprimer dans la dignité et la sécurité sans empiéter sur la liberté des autres. Et donc ça vaut pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les juifs et les musulmans. Vous dites qu'il faut plus de projets positifs. On ne peut pas dire que le PS contribue très activement au débat d'idées. Ça, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, vous avez une grande interview de Martine Aubry. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ne vous plaignez pas. Martine Aubry a pris une initiative politique que je trouve extrêmement intéressante pour que le débat, dans la perspective de la présidentielle, s'organise autour de nos propositions. Est-ce qu'elle a raison d'accélérer par rapport à la date de parution du projet qui était... Oui, je pense qu'il faut que le temps politique s'accélère. Ça vaut aussi pour Dominique Strauss-Kahn? Ça vaut pour tous les candidats. Qui se déclarent avant la mi-juillet? Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que Dominique Strauss-Kahn, s'il voulait être candidat, ce que je ne sais pas encore pour l'instant, le fasse savoir assez vite et n'attende pas trop loin. Avant la mi-juillet. Moi, je pense qu'un candidat, pour réussir, il faut qu'il soit en relation avec le peuple français, qu'il le connaisse, qu'il le découvre, qu'il l'écoute, qu'il visite la France, qu'il traverse le pays de long en large, et qu'il organise des débats autour de ses idées, de ses propositions. On aura des primaires qui auront lieu qu'en octobre, mais c'est loin, octobre. Donc le temps politique a tendance à s'accélérer. Il y a une crise aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est en fin de règne. Ce qui est en train de se passer avec le retour d'Alain Juppé à un poste clé montre la faiblesse du président, l'incapacité qu'il a à apporter des solutions au pays. Et il a plutôt tendance à diviser les Français, alors qu'il faudrait repartir de ce qui nous est commun et qui sont nos atouts et non pas nos faiblesses. Est-ce que ça vous est vraiment commun? Est-ce que vous voulez bien écouter Gérard Collomb qui a quelque chose à dire sur la ligne du PS? Ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, dans sa direction, est très influencé par son aile gauche, fruit du congrès de Reims. Et que ce n'est pas sur cette ligne que l'on gouvernera la France demain. Il faut effectivement aller vers une ligne plus lucide qui prenne en compte les vraies réalités du pays. Écoutez, je vais rassurer Gérard Collomb, puisque je renvoie encore à cette interview de Martine Aubry dans Le Monde, qui répond exactement à ce qu'il vient de demander. Se dire, la ligne de Martine Aubry est une ligne social-démocrate, clairement
de gauche, mais une ligne qui est en même temps qui est réaliste et qui prend en compte les difficultés du pays, donc mais qui se fixe des priorités. Pour l'instant, elle n'a pas déclaré sa candidature. Moi, je ne soutiens pour l'instant aucun candidat. Vous êtes proche de François Hollande ? Je suis proche de François Hollande, je suis proche de Martine Aubry, je suis proche de Dominique Strauss-Kahn. Je ne prendrai pas de position dans mes fonctions de président de groupe avant de connaître l'ensemble des candidatures. Donc, vous voyez, il y a encore un peu de temps à attendre. Je dirais juste une chose qu'a dit ce matin Gérard Collomb. Lui qui est maire de Lyon, moi qui suis maire de Nantes. Il a dit que nous, les maires des grandes villes, et c'est vrai pour Martine Aubry aussi à Lille et dans d'autres villes, nous sommes confrontés au réel, des problèmes économiques, sociaux, culturels, de l'innovation. Et nous faisons face. Et souvent, nous entraînons des forces qui n'ont pas l'habitude de se parler, donc que nous mettons en mouvement. Non seulement il faut nous écouter, mais remettre la France en mouvement, redonner confiance aux Français dans leur avenir, l'avenir de leur pays. C'est la responsabilité de la gauche pour 2012. Jean-Marc Ayrault, merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.